Bonjour, ici je vais parler donc de ce qui concerne, je veux dire, les taxes de salubrité communales urbaines. Ils ont divisé donc euh, en articles euh, qui concernent, je veux dire, les explications à donner à la population concernant, je veux dire, le- la salubrité urbaine, l'hygiène urbaine. Bon, il faut savoir que l'article premier dit en lui-même, ça concerne quoi? Ben, en fait, ici, comme ça concerne euh, les taxes, il est établi par je veux dire, des organismes, je veux dire, euh, législatifs, donc qu'il est établi pour un terme de 3 ans, en prenant en cours en date de début du 1er janvier, expirant à une date de fin du 31 décembre, une taxe annuelle de salubrité urbaine pour, pour les ayants droit, enfin pour la population et, euh, et ceux qui doivent la payer. Voilà. Alors, cette taxe d'enlèvement vise l'enlèvement, donc le traitement des déchets ménagers et tout ce qui est assimilé bien sûr à ces déchets ménagers. Et tout ce qui peut être considéré comme enlèvement de déchets, euh, euh, toute intervention donc de traitement et d'enlèvement de déchets, ben, je veux dire, cette taxe va s'imposer d'elle-même. Voilà. Alors, pourquoi il y a cette taxe-là? En fait, elle vise à assurer donc la salubrité et l'hygiène euh, publique euh, sur tout le territoire d'une ville qui est constituée de communes, hein. Voilà. Donc en fait, il y a un passage de camions bennes euh, qui va enlever donc les déchets dans les différentes voiries de la commune, euh, de manière à assurer le rôle de la salubrité, je veux dire, euh, et l'hygiène publique. Et pour cela, hein, il faut bien payer les personnes qui travaillent. Et donc pour ça, l'article premier dit en quoi ça consiste et le rôle. En quoi ça consiste, c'est une taxe, hein. L'article premier dit que ça concerne une taxe. Concerne une taxe de quoi? Ben, de salubrité publique. Et son rôle, ben, c'est, je veux dire, d'enlever les déchets, tout ce qui est afférent, je veux dire, aux déchets ménagers et, euh, et son traitement. Voilà, maintenant, l'article 2. L'article 2 dit, bon, par, par qui cette taxe est due? Ben, cette taxe est due euh, par tout chef de ménage inscrit bien sûr au registre communal de population ou des étrangers. Voilà. Donc, et cela, à partir bien sûr, vous l'aurez deviné, du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Voilà. Donc normalement, il a un an pour se conformer, je veux dire, au paiement de la taxe communale qui va du 1er janvier euh, prend en cours jusqu'au 31 décembre, qu'on appelle l'exercice d'imposition. Voilà. Alors, pour l'application du règlement, on entend par chef de ménage la personne de référence telle que définie par euh, la circulaire. C'est une circulaire du 7 octobre 1992 relative à la tenue du registre de, de la population des étrangers. Alors, ça c'est pour qui est due toute taxe. Donc euh, par tout chef de ménage, mais pas uniquement pour les chefs. Il n'y a pas que les chefs de ménage qui doivent répondre au paiement de la taxation. Il y a aussi toute personne physique ou morale euh, exerçant au 1er janvier de l'exercice d'imposition une profession, ben,
libéral, il a une activité, une profession d'activité libérale, bien sûr, vous l'aurez deviné, bon, indépendante, ou une activité industrielle, commerciale, artisanale ou de service sur le territoire de la ville. Alors, c'est toujours cette catégorisation-là de personnes, quand on dit toute personne physique ou morale exerçant au 1er janvier, c'est toujours l'activité libérale. On parle toujours d'activité libérale, l'activité indépendante, l'activité industrielle, l'activité commerciale, artisanale, de service et de service. Ou de service. Voilà. Donc, c'est ces différentes branches d'activité, cette caractéri- ca- cette catégorisation, hein, euh, qui feront les personnes physiques ou morales. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'une personne morale? Ben, une personne morale, je vais le définir. C'est une personne morale, c'est un groupement doté de la personnalité donc juridique. Généralement, une personne morale se compose d'un groupe. Ça peut-être, c'est généralement un groupe de personnes. Euh, c'est un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. Par exemple, on peut avoir des associations, une industrie, voilà, ça c'est. Voilà, voilà. Alors, ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut être constitué d'un seul élément. La personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs. Donc, en fait, ça veut dire que la personne morale, c'est une entité, on va dire, qu'on lui confère, je veux dire, des lois, des lois. Donc, elle est tenue à une certaine juridiction. La juridiction lui impose, je veux dire, des lois, enfin, ouais, des lois dans lesquelles on retrouve euh, des droits et des devoirs. Alors, la personne morale de droit public, qu'est-ce que c'est? Ça, on peut distinguer donc comment on appelle ça? Dans les personnes morales de droit public et personnes morales de droit privé. Par exemple, personnes morales de droit public, c'est les établissements d'État, les collectivités territoriales ou locales. Voilà. Par contre, contrairement aux personnalités de droit privé, on retrouve les sociétés civiles de groupements d'intérêt économique, euh, les groupements d'intérêt sociétal, comme des associations sans but lucratif. Et voilà. Alors la personne morale, euh, par exemple, on retrouve comme personne morale de droit privé, on peut retrouver une personne morale dont qui est chargée de la gestion d'un service public. Pourquoi pas? On peut avoir ce cas de figure-là. Voilà. Donc, personne morale, c'est un groupement. C'est un groupement, je veux dire, voilà, doté d'une personnalité, je veux dire, juridique, bien sûr, par une entité juridique. Voilà. D'où il faut aller au tribunal de commerce pour créer, je veux dire, son entité, je veux dire, morale. C'est euh, le tribunal de commerce qui confère l'existence, la création, l'existence, euh, quand je dis création, existence, mais aussi euh, la fin d'une entreprise, euh, enfin d'une personnalité morale. Voilà. Donc elle est sous le coup de la juridiction. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une personne physique? C'est un être humain auquel on a attribué donc la jouissance des droits. Alors, certains droits sont communs aux personnes morales et d'autres aux personnes physiques. Euh, Il y a d'autres spécificités qui correspondent aux droits de l'un qui ne sont pas celles de l'autre et des droits de l'autre qui ne sont pas celles de l'un. Et vice-versa, on va dire. Voilà. Alors, donc c'est ça. Il y a personnalité morale, personnalité physique. Donc, je reviens à l'article 2, doit payer la taxe, mais ça peut être un chef de ménage qui est une personne physique qui est sujet à des droits, ou une personne, euh, ou toute personne physique ou morale exerçant une activité euh,
soit libérale, comme on a dit, indépendante, activité industrielle, commerciale ou artisanale. Voilà. Bon, maintenant, l'article 3, qu'est-ce qu'il dit? L'article 3, en fait, lui, il vise le taux, ou plutôt le montant de la taxe. euh, le montant de la taxe est fixé en fonction de certains desiderata. Par exemple, si je prends euh, euh, une personne isolée va payer 43 euros par ménage. Bon, n'oubliez pas que la ménage fait par ménage, ouais, bon, s'il est isolé, bon, le ménage est constitué d'une seule personne. Il faut voir la définition du mot ménage. 43 euros par ménage composé d'une personne isolée. Maintenant, ce sera 87 euros euh, par ménage composé de 2 personnes et plus. Donc, s'il y a 2 personnes dans le ménage, ben, il paiera plus. C'est normal parce que le taux de la taxe ici est fixé en fonction du pollueur-payeur. C'est-à-dire que plus il y aura de l'activité, plus il y aura des personnes et plus il faudra, le montant va augmenter. C'est tout à fait normal. Ce qui est, je veux dire, tout à fait logique. Hein. Alors, 97 euros, qu'est-ce que c'est? C'est 97 euros, c'est pour les actes, comme je l'ai dit, comme c'est tout ce qui est catégorisation, c'est-à-dire tout ce qui est activité libérale, indépendante, industrielle, commerciale, artisanale ou de services occupant moins de 5 travailleurs. C'est moins de 5 travailleurs. Inférieur à 5 travailleurs. Voilà. C'est plutôt inférieur à 5 travailleurs. Voilà. Et ceux-là, quand ils ont moins de 5 travailleurs, ben, c'est 97 euros. Je pense à un médecin, par exemple, qui a moins de... Il y a peut-être une ménagère, peut-être un secrétaire, peut-être un comptable. Je ne sais pas. Bon, il a moins de 5 travailleurs à ce moment-là, bon, il payera 97 euros. Bon, maintenant, 107 euros. Qui va payer 107 euros? C'est tout ce qui est activité libérale indépendante, industrielle, commerciale, artisanale ou des services occupant de 5 à 19 travailleurs. Il paiera jusqu'à, on va dire, 20. Non, enfin, la loi, c'est la loi, hein, c'est jusque 19. Pourquoi ils n'ont pas mis 20, je ne sais pas. 107 euros. Maintenant, 217 euros sera payé par tout membre exerçant des activités libérales, indépendantes, industrielles, commerciales, artisanales ou de services occupant de 20 à 49 travailleurs. Voilà. Donc 20, c'est la tranche de 217 euros. 20 à 49 euros, 20 à 49 personnes hein, dans, dans la société, une société de 20 à 49 travailleurs paiera 217 euros. Voilà. Maintenant, qui paiera 297 euros? 297 euros sera payé par toute activité libérale indépendante, industrielle, commerciale, artisanale ou de service occupant de 50 à 199 travailleurs. Euh, Maintenant, qui paiera 1000 euros? Qui paiera 1000 euros? C'est euh, toute activité, en fait, c'est tout groupe exerçant une activité donc libérale, indépendant, toute personne morale, c'est toute personne morale exerçant une activité indépendante, libérale, indépendante, industrielle, commerciale, artisanale ou de service occupant de 200 à 499 euros. 200 à 499 personnes. Là, ils vont payer 1000 euros. 1000 euros, c'est pour de 200 à 499 personnes. Maintenant, s'il y a 2000 euros sera payé par euh, toute, toute personne morale exerçant une activité libérale, indépendante, industrielle, commerciale, artisanale ou de service de 500 travailleurs à 999 travailleurs. Voilà. Et en fait, il y a un plafond. Le plafond, c'est 2500 euros. Donc, toutes les sociétés bon, qui ont plus de qui ont 1000 travailleurs et plus hein, paieront 2500 euros. Donc, les montants, vous voyez que les montants sont variables et dépendent en fait du nombre de personnes occupées dans la société. Voilà. Donc ça c'est l'article 1.
discutait de quoi ça consistait. Ça consistait de taxes. Et quel était le rôle de ces taxes-là. L'article 2, bon, c'était mentionné pour qui ces taxes étaient, je veux dire, adressées. Le cadre 3, l'article 3, ben, c'était les montants des taxes, je viens de les voir maintenant. Maintenant, je passe à l'article 4. En fait, l'article 4 explique qui ne paye pas les taxes. Dans ce sens, qui est exonéré de la taxe. Et en fait, il y a deux groupes de personnes qui peuvent être exonérées, hein, que l'article mentionne, l'article 4. Eh ben, ce sont les chefs de ménage qui exercent comme personne physique son activité libérale, indépendante, industrielle, commerciale, artisanale ou de service à la même adresse que celle de son domicile. Voilà. Voilà. Donc s'il a un domicile, il, il fait son activité à la même adresse que son domicile, il ne va pas payer deux fois. Il payera qu'une fois. C'est tout à fait normal, ça. Parce qu'en fait, le paiement ne se fera que par rapport au nombre de travailleurs, et pas par rapport... Parce il paye déjà celle de la famille, familiale, enfin, il paye déjà une taxe. euh, donc, il va pas payer de taxes, en fait, hein, voilà. Bon, l'activité libérale, indépendante, industrielle, commerciale, artisanale ou de service, comme personne physique, est à la même adresse que celle de son domicile, dans le chef d'un autre membre du ménage, que le chef de ménage exonère également ce dernier de la taxe. Voilà. Toutefois, ces exonérations ne se conçoivent que lorsqu'il est fait application de la taxe visée à l'article 2, 2, 2 et au taux prévu à l'article 3C AI. Ça, il faut aller voir donc euh, de, en plus près en quoi ça consiste ces fameux articles 2, 2, 2. Enfin, le 2.2, je m'excuse, le 2.2, si je l'ai expliqué, hein, c'est l'article 2.2. Et le 2.2, c'est euh, c'est qui payait. C'est toute personne physique ou morale exerçant au 1er janvier de l'exercice d'imposition une profession libérale, indépendante ou une activité industrielle, commerciale, artisanale ou de service sur les territoires de la ville. Ça, c'est le 2.2, c'est l'article 2.2. Voilà. Maintenant, quand on dit 3CAI, ben, CAI, ben, c'est ce que j'ai expliqué. Le C commençait, le A, c'est 43, 87, c'est B, et C, c'est 97 euros. Donc de C à I, c'est de 97 euros à 2500 euros. Voilà. Donc bien sûr, ce qui veut dire que, comme je viens de le dire, toutes ces exonérations ne se conçoivent que lorsqu'il est fait application de la taxe visée à l'article 2.2 et au taux prévu à l'article 3CAI. Bon, si, ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que s'il paye déjà une partie ici, ben, il peut être exonéré pour, par exemple, s'il a un même domicile euh, par rapport à sa profession. Donc, s'il a payé sa taxe ici, ben, je vois pas pourquoi il devrait payer encore chez lui alors il habite chez lui. Il payera en fonction de ceci. Des montants, je veux dire, euh, du nombre de personnes, je veux dire, qu'il a à sa charge. Une fois qu'il a payé ça, il ne doit pas payer, par exemple, une taxe, une seconde taxe du domicile, il a son entreprise, son activité au sein de son domicile. Voilà, c'est ce que ça veut dire, en fait, en gros. Bon, ça c'est l'article 4. Oui, attendez, parce qu'en fait, l'article 4, il y a une seconde tranche de personnes qui est exonérée de la taxe, hein. C'est la personne bénéficiaire de revenus, ce qu'ils appellent des revenus d'intégration sociale, c'est-à-dire, ou d'une aide sociale équivalente à celui à charge du centre, enfin du CPS, en fait. Voilà, ça c'est les personnes qui sont exonérées. L'article 4
invoque, invoque les personnes, l'exonération des personnes, je veux dire, de la taxe, exonérées de la taxe. Voilà. L'article 5, qu'est-ce qu'elle stipule? Ben, elle stipule tout simplement la déclaration. Alors, sur base des éléments euh, dont elle dispose, la ville remet aux contribuables visés à l'article 2.2 et 2.2, je l'ai dit, hein, c'est quoi le 2.2? L'article 2, c'était à qui la taxe est due, qui doit la taxe, et le 2.2, c'était toute personne euh, physique ou morale exerçant au 1er janvier l'exercice d'imposition, profession libérale, indépendante, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou de service ou sur les territoires de la ville. Voilà. Donc, la ville remet, je veux dire, aux contribuables visés, bien sûr, contribuables visés à l'article 2.2 que je viens de mentionner. C'est ça l'article 2.2, je viens de le mentionner maintenant. Une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer avant un échéancier, bien sûr. Alors, l'échéance est mentionnée sur la dite formule. Bien sûr, comme c'est des documents juridiques, bon, elle doit être datée, signée et dûment complétée. Bon, ça, c'est la base, le b.a.-ba de la base de la juridiction, c'est un document daté, un document signé et un document complété, avec tous les éléments probants nécessaires à, à la taxation. Bon, ce qui veut dire que, bon, c'est un... Qu'est-ce qui fera, je veux dire, office de faux usage de faux? Ben, c'est, je veux dire, un document qui ne vérifie pas la, euh, je veux dire, une fausse signature est un faux, par exemple, une fausse signature. Une fausse date peut-être est un faux aussi, fausse date. Voilà. Un faux, c'est peut-être aussi, si c'est complété de manière incomplète, on peut considérer aussi que c'est un faux, ça dépend. On peut voir, il y a toutes sortes de cas où on peut amener vers le faux. Voilà. Bon, le redevable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de faire par écrit à la ville, hein. Bien sûr, au plus tard à la fin de l'exercice d'imposition qui est le 31 décembre. Bon, il a jusqu'au 31 décembre, il a le temps, hein. Bon. Et alors, bon, là-dedans, celui-là qui n'a pas reçu la formulaire de déclaration à ce moment-là, bon, il doit le faire par écrit avec une déclaration, je veux dire, datée, signée, bien sûr, contenant tous les éléments probants à la déclaration, à la taxation. Donc, normalement, l'article 5 stipule qu'on recevra une déclaration, une formule de déclaration. Si une personne n'a pas reçu, ben, il a le temps jusqu'au 31 décembre je veux dire, de, de faire une déclaration écrite, hein. Voilà. Avec tous les éléments probants qui doivent se trouver nécessaires à la taxation, retrouvés dans cette fameuse formule de déclaration qu'il aurait pas reçue et qu'il doit renvoyer. Voilà, ça c'est pour l'article 5. Bon, l'article 6. L'article 6 stipule un défaut de déclaration. Un défaut. Bon, supposons qu'un défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article 5, hein, ou en cas de déclaration, je veux dire, incorrecte de la part du redevable, alors à ce moment-là, la ville procède à l'enrôlement d'office, hein, de la taxe, conformément aux dispositions légales en vigueur. Voilà. Donc si, à l'article 5, il devait faire... normalement, il y a une formule de déclaration à l'article 5. Si quelqu'un n'a pas reçu la formule de déclaration, la personne doit faire une formule de déclaration d'elle-même, par écrit. Bon, maintenant, si elle n'a pas renvoyé avant le 31 décembre, comme stipulé à l'article 5, je veux dire, sa déclaration, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la ville procède, bien sûr, en dehors de la date, à l'enrôlement d'office de la taxe, comme il est prévu au niveau des dispositions légales de juridiction légale qui sont en vigueur, hein. Alors, les taxes enrôlées d'office sont d'office à ce moment-là, comme il n'a pas fait sa déclaration en les temps, ben elles sont majorées d'un montant égal à 50% du montant total dû.
Donc, si une entreprise, bon, qui doit payer 1000 euros n'a pas payé, ben, elle devra s'acquitter de 500 euros en plus si, je veux dire, il retombe sur le coût de l'article 6. Bon, une entreprise qui doit payer 2000 euros de taxes, ben, si elle ne paye pas sa taxe dans les délais, elle recevra 1000 euros, ce qui fera 1000 euros plus 2000 euros, 3000 euros à payer. Donc, vaut mieux payer sa taxe en temps normal. Maintenant, pour une personne isolée, 43 euros, elle ne paye pas sa taxe, elle sera majorée de 20 euros. Bon, ça fera 63 euros, ça ne se ressent pas. C'est plutôt les entreprises et les personnes, ceux qui ont des activités libérales, indépendantes, industrielles, commerciales, artisanales ou de services qui, eux, en fonction du nombre de personnes, s'ils ne payent pas, ça va se faire ressentir énormément. Parce que quelqu'un qui a une entreprise qui a de 200 à 500 travailleurs, s'il ne paye pas sa taxe de 1000 euros, elle devra payer 500 euros en plus. Et c'est jeter 500 euros en fait. Alors que 500 euros dans une entreprise, même de cette taille-là, même s'il y a beaucoup d'argent qui rentre et beaucoup d'argent qui ressort, et qu'il y a peut-être du gros chiffre d'affaires, 500 euros, ça reste toujours 500 euros, on en a toujours besoin. Ne fût-ce que pour acheter de l'outillage. L'outillage ou voilà, payer une petite taxe à droite à gauche de véhicule ou voilà. Bon, oui, quand je dis l'enrôlement, c'est un terme propre à la taxation. Moi, je vous demanderais de voir un lexique. Vous allez sur Internet, il y a des lexiques sur les taxes et impôts. Vous tapez lexique, taxes et impôts, et ils expliquent tous les termes spécifiques, je veux dire, euh, euh, à l'imposition, à la taxation. Moi, je vous dirais de taper lexique, plus ça veut dire une concaténation, hein, plus taxe, plus impôt. Voilà. Euh, Ou alors on peut marquer lexique ou taxe ou impôt, je crois que c'est un or, enfin or ou or, je ne m'en rappelle plus, si c'est en français ou en anglais. Comme on avait vu dans l'algèbre de Boole, il y a le plus est un or. Donc vous tapez lexique or, taxe, or, impôt, normalement il doit comprendre via euh, ce mot-clé, or. Voilà, donc ici, normalement, en gros, hein, en fait, un rôle, c'est nominatif. Et un rôle, il fixe le montant par voie, comme on l'a expliqué tout à l'heure, euh, concernant, je veux dire, la déclaration. Le rôle est nominatif, c'est-à-dire il se fait par, comment on appelle ça, à la personne qui fait le chef de ménage, ou à la personne physique, euh, pour lequel euh, à une personne qui possède une société, voilà, à la personne qui possède la société, ou à la personne isolée, ou à la personne de chef de ménage, etc., etc. Bon, donc le rôle correspond à une personne bien précise. Son nom et prénom est indiqué dans le rôle, et en fait, il est fixé le montant par voie, je veux dire, comme j'ai expliqué, par l'article, et donc par voie administrative. Voilà. Et normalement, le rôle, euh, son but, c'est rendre exécutoire donc le montant, c'est-à-dire qu'il a pour but de liquider le montant de l'impôt, logiquement. Voilà. Et donc c'est un mot spécial, le rôle, enrôlement, voilà. Voilà. Donc, voilà. Bon, comme j'ai dit, allez voir sur le lexique de taxes et impôts, il y a énormément de mots. Bon, vous serez étonné de ce qu'on peut trouver. Je n'ai pas de site internet ici, mais vous pouvez le faire vous-même. Je veux dire, vous tapez, comme j'ai expliqué, lexique hors taxes, hors impôts. Vous allez voir, il existe pas mal de lexiques, de termes d'imposition, qui soient français ou de n'importe quel. Je veux dire, généralement, les termes d'un pays, généralement, il y a peut-être des petites modifications, mais généralement, les termes s'équivalent. Les termes s'équivalent. Le droit, ouais, d'accord, ils disent le droit français, le droit. Mais en fait, quelque part, le droit d'imposition, je veux dire, il y aurait peut-être quelques petits mots qui changeraient au niveau des définitions, mais pour moi, les définitions, elles restent les mêmes. Bon, maintenant, l'article 7. Qu'est-ce qu'il dit l'article 7?
c'est le comment. Ben voilà, justement, l'article 7 dit que la présente taxe est recouvrée par voie de rôle, c'est-à-dire par, euh, par voie de rôle, c'est-à-dire par un document nominatif, hein, je veux dire, qui fixe le montant et qui doit liquider logiquement, qui doit liquider le montant de l'impôt. Ici, c'est l'impôt de la taxe de salubrité urbaine ou communale. Et celui qui ne paye pas, bon, je veux dire, comme je dis, bon, il a un enrôlement d'office, bon, et voilà, bon, il doit payer comme tout le monde. Parce que dès le moment où on jette ses déchets, et encore, dès le moment où on jette ses déchets, bon, fatalement, on doit payer sa taxe. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui ne jette pas ses déchets, ah ben, il doit quand même payer la taxe. Parce que, bon, comment, comment gérer-il ses déchets? Il y a moyen de gérer soi-même ses déchets, c'est d'aller au centre de traitement de déchets soi-même, hein. C'est-à-dire un centre de recyclage, il existe dans chaque commune, hein, des centres de recyclage. Voilà. Bon, s'il ramène à chaque fois avec une charrette euh, ou par son véhicule, je dirais, des déchets qui va les recycler soi-même, à ce moment il ne jette plus les déchets, mais quand même, il va les jeter au centre de recyclage. Donc, quelque part, il passe par le centre de recyclage, donc il doit quand même, je veux dire, payer une taxe, hein. Dès qu'il jette, je veux dire, il doit payer, c'est comme ça, c'est pour tout le monde. La taxe, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est tout à fait normal que, bon, les personnes. Et encore 43 euros pour une personne isolée, c'est rien du tout. Et 87 pour 2 personnes et plus, bon, c'est très gentil, hein. Donc, bon, ceux qui ne veut pas s'acquitter de cette taxe-là, ça veut je veux dire qu'est-ce que c'est que 87 euros sur une année d'exercice d'imposition, mais c'est des cacahuètes, hein. Des cacahuètes, faut dire la vérité. Bon, maintenant, il y a beaucoup de gens hein, qui aiment bien de jeter leurs déchets, mais quand il s'agit de payer, ouais, moi, j'ai pas envie de payer parce que, bon, le taxe est trop cher. Ok. Bon, alors, je veux dire, c'est comme ça, c'est pour tout le monde, le paiement, c'est pour tout le monde. Voilà, cette vidéo aussi, je l'ai terminée. Je vous remercie.